Moi, je vais vous entretenir sur ce que c'est que les machines virtuelles. Nous allons voir en détail ce que ça veut dire machine virtuelle, comprendre les concepts de la virtualisation, définir ce que c'est que les différents types de machines virtuelles, comment ça fonctionne, surtout dans le cloud et en entreprise. Et nous allons passer à la partie pratique où nous allons montrer réellement comment est-ce qu'on crée une machine virtuelle, comment est-ce que tout cela se met en concert lorsque vous êtes en entreprise. Sans plus tarder, commençons. Tout d'abord, nous allons définir c'est quoi une machine virtuelle. Donc, une machine virtuelle, tout d'abord, c'est un environnement d'exploitation qui est autonome et complet. Donc, qui va s'exécuter sur un ordinateur physique. Donc, contrairement à l'autre, notamment la machine physique. Ils ne sont pas beaucoup dans la vie. Monsieur Michael, est-ce que vous pouvez... Merci beaucoup, merci. Donc, pour reprendre, je disais qu'une machine virtuelle, c'est un environnement d'exploitation qui est autonome et qui est complet, qui s'exécute sur un ordinateur physique. Contrairement à l'autre, l'ordinateur physique sur lequel il s'exécute, la VM, la machine virtuelle, elle n'est pas physique. Donc, c'est pour cela qu'on l'appelle virtuelle. Elle va avoir, par contre, tous les composants d'un système informatique complet. Donc, aura le processeur, la mémoire, le disque, le système d'exploitation, et tout cela est encapsulé dans un ou plusieurs fichiers. Donc, elle va fournir toutes les fonctionnalités de traitement, environnement graphique d'un ordinateur classique. Il peut être accessible aux utilisateurs, mais c'est l'ordinateur physique qui est en dessous qui va lui fournir tous les composants matériels sous-jacents. Revenons rapidement à la machine virtuelle qui accède à toutes les ressources qui lui sont présentées par l'hyperviseur, qui est le programme qui va interagir à la fois entre la machine physique et la VM pour faire abstraction de toutes les ressources et qui la présentera à la VM. Et la VM, elle va penser qu'elle accède à toutes les ressources qui viennent de l'ordinateur physique. Par contre, c'est l'hyperviseur qui lui fournit tous ses composants. Et on va pouvoir déployer sur un même serveur, une même machine, plusieurs VM qui vont partager le CPU, la RAM, la capacité de la bande passante de la carte réseau de la machine hôte. Et chaque machine virtuelle va fonctionner avec les ressources qui lui sont présentées. Donc, elle n'a pas conscience que les ressources qu'on lui partage sont aussi partagées par d'autres VM. Donc, ce qui va lui permettre de fonctionner qu'avec les ressources qui lui sont présentées, donc dans ce mode pseudo-isolé, où elle n'accède qu'aux ressources qui lui sont affectées. Donc, ce qui va permettre à la VM qui fonctionne de ne pas pouvoir agir directement avec la machine physique et de ne pas compromettre la machine physique en cas de vulnérabilité ou bien en cas de problème. Étant donné que les VM ne sont que des fichiers, donc on pourra les copier, les déplacer d'une machine à l'autre et même les supprimer en toute simplicité. Donc, pour gérer les types de virtualisation, il y a deux types de virtualisation. Il y a un premier type de virtualisation. Il y a un premier type de virtualisation qui s'appelle une virtualisation totale, qui est le version de type 1, qui va s'exécuter directement sur le serveur, le bare metal. Et cette couche d'abstraction va permettre à l'autre physique de présenter directement les ressources aux machines virtuelles. Donc, on parlera des outils qui le font, c'est notamment du VMware EXE, du Centrix Zen Server, ou bien du KVM, ou bien Microsoft Hyper-V. Il y a le deuxième type de virtualisation qu'on appelle virtualisation de type 2, qui va consister à avoir un outil, un hyperviseur au-dessus d'un système d'exploitation qui est déjà en cours d'utilisation. Comme vous pouvez le voir dans le schéma, il va permettre d'avoir deux niveaux d'abstraction. Le premier niveau d'abstraction sera entre l'OS
et l'hyperviseur. Et le deuxième sera entre l'hyperviseur et la machine virtuelle. Donc, c'est le cas concret de VirtualBox qu'on installe directement sur la machine, enfin, sur la poste de travail, ou bien de VMware Workstation. Est-ce que est-ce que c'est déjà clair pour vous, les deux concepts, les deux types de virtualisation? Parfait. Donc, nous allons aller à la prochaine étape où nous allons voir à quoi vont servir les machines virtuelles. Donc, les machines virtuelles vont nous permettre de consolider les serveurs ou bien les services de plusieurs manières. D'abord, en réduisant les coûts, en mettant comment dire, en commun plusieurs ressources sur la même machine, ce qui va nous permettre de réduire l'encombrement et de pouvoir gérer le coût matériel. Nous pouvons mieux utiliser les ressources physiques, le CPU, la RAM et les disques, parce que nous pouvons partager ces ressources entre plusieurs machines virtuelles. Nous pouvons améliorer aussi l'utilisation des ressources parce que nous avons cette capacité de supprimer rapidement au besoin et de recréer et bien d'allouer les ressources en fonction. Donc, une machine pourra avoir sa capacité agrandie si on a des besoins de performance ou bien réduire si on voit qu'on lui a trop attribué de ressources et qu'elle n'utilise pas vraiment à bon escient. Donc, nous avons aussi ce côté de migration que nous pouvons utiliser pour copier les serveurs, les services d'un environnement à l'autre et équilibrer les charges. La migration peut se faire de façon manuelle. On copie, on arrête le service, on copie le fichier, on le déplace sur notre machine et on le rallume et la machine virtuelle redémarre sur une autre machine. Ou bien ça peut se faire en mode live migration où le système s'occupe lui-même de copier le fichier, de mettre en mémoire, d'avoir une partie buffer qui va gérer la mémoire et d'avoir toujours ce niveau de haute disponibilité entre dans la migration enfin, du moins, des machines virtuelles entre plusieurs serveurs. Nous avons aussi la possibilité de simplifier la gestion des serveurs parce que nous allons réduire la complexité du temps et dans la création de chaque machine virtuelle parce qu'une machine virtuelle est beaucoup plus facile à configurer qu'une machine physique. Nous pouvons aussi faire des snapshots, faire des clones, ce qui va nous permettre d'avoir des systèmes de sauvegarde, de restauration en plusieurs environnements beaucoup plus dynamiques. L'augmentation de la disponibilité des applications, nous pouvons mettre en miroir plusieurs VM pour garantir une haute disponibilité, surtout lorsqu'on parlera des applications qui sont super critiques. Une base de données ne va pas s'installer sur une seule machine virtuelle tout seul, parce que si la machine virtuelle s'arrête, la base de données va s'arrêter, ce qui peut mettre en danger, surtout si on a envie d'avoir de la haute disponibilité sur un service que nous partageons avec plusieurs utilisateurs. Donc, on va pouvoir mettre en cluster ce genre comment dire, de serveurs ou bien de machines virtuelles pour avoir de la haute disponibilité en cas de crash d'une machine. Soit la machine bascule automatiquement ou bien le cluster, l'autre nœud redémarre automatiquement. Comme ce ne sont que des fichiers, on peut très bien les copier et les partager entre plusieurs nœuds. Cela va nous permettre aussi de réduire les coûts parce que nous allons réduire les coûts matériels, d'énergie et de maintenance parce que nous allons mettre plusieurs machines virtuelles sur le même serveur et nous pouvons aussi, dans certains cas, utiliser la même licence sur l'ensemble des machines virtuelles qui sont déployées sur le même serveur. C'est le cas lorsque vous allez prendre une licence de type Red Hat Virtualization ou bien de type VMware. Ils facturent souvent par le nombre de cœurs sur la machine physique. Donc, avec une seule licence, vous pouvez déployer autant de machines virtuelles que vous avez, enfin que vous voulez, jusqu'à hauteur de la capacité du serveur physique que vous utilisez. Donc, ce qui vous permet de ne pas avoir une licence par serveur, mais d'avoir une licence pour l'ensemble de vos machines virtuelles parce que c'est une licence par serveur physique qui derrière peut avoir une déclinaison sur les différents serveurs virtuels que vous avez, du moins que vous hébergez.
Donc, quels sont les différents types de machines virtuelles que nous avons? Le premier type de machine virtuelle dont on vient de parler, c'est les machines virtuelles de type système, ce qui permet de virtualiser un système d'exploitation, une machine, du moins la partie hardware, CPU, mémoire, et de pouvoir gérer, de virtualiser tout un système d'exploitation qui sont prêts à l'emploi. Ça, c'est le premier, ça s'appelle SVM. Il y a aussi un outil de machine virtuelle qu'on appelle machine virtuelle de type processeur, qui va exécuter des applications spécifiques en environnement isolé sans avoir besoin de virtualiser tout un système d'exploitation. Donc, ce type de virtualisation va partager le noyau, d'autres processeurs, d'autres ressources venant du système d'exploitation avec l'autre, ce qui va permettre d'exécuter des applications qui ne sont pas forcément compatibles avec le système hôte, de permettre d'isoler les applications pour des raisons de sécurité ou bien de stabilité, d'améliorer la portabilité des applications. Ce sera l'exemple des applications de type Java, ce qu'on appelle Java Virtual Machine, les JVM, ou bien des applications de type .NET Framework, ou bien des applications Docker. Le Docker, nous allons le voir la semaine prochaine sur comment est-ce que, comment est-ce que nous allons déployer le Docker. Comme nous sommes dans la semaine DevOps, on en parlera la semaine prochaine. Donc, comment vont fonctionner les machines virtuelles et le cloud? Il existe deux types de fonctionnement des machines virtuelles en environnement cloud. Le premier est le mode multi-tenant et le second, c'est le mode single tenant. Lorsque vous demandez à créer une machine sur un serveur ou bien chez un fournisseur d'accès, chez un fournisseur cloud, vous allez créer une machine et souvent sur votre VM que vous créez, il y a plusieurs autres VM qui sont créées sur le même hyperviseur. C'est le mode par défaut qui est configuré. Donc, vous avez un comportement classique où vous créez votre machine virtuelle, mais sur cette machine physique ou votre machine virtuelle créée, il y a d'autres serveurs qui sont créés. Donc, ce qui peut créer des bruits ou bien de ce qu'on appelle de noise sur votre système si une machine demande la ressource. Mais ce qui n'est pas forcément le cas. Souvent, on ne le sent pas. C'est souvent dans un environnement partagé parce qu'on peut aussi dédier les ressources de façon, comment dire, euh, spécifique à chaque VM pour garantir une isolation parfaite. Mais souvent, c'est très difficile à mettre en place et rares sont les environnements qui sont 100% isolés sans cette notion de bruit ou bien de noise venant des autres machines qui sont déployées sur le même hyperviseur, ce qui est tout à fait normal hein, parce que la machine hyperviseur va partager ses ressources entre les différents machines virtuelles qui lui sont, du moins, avec laquelle elle travaille. Il y a un autre mode qui s'appelle le mode single tenant et qui va permettre d'avoir une isolation complète. Cela va répondre à quelle problématique? En tant que fournisseur cloud, vous pouvez avoir des clients qui vont vous demander, pour des raisons de sécurité ou bien de sensibilité de données, vont dire que nous ne voulons pas être hébergés nous ne voulons pas que d'autres utilisateurs soient hébergés sur nos ressources, enfin, sur les serveurs physiques sur lesquels nous allons déployer nos services. Donc, on va dédier une machine physique sur laquelle sera déployé rien que le VM de ce client, bien de ce tenant, et il n'y aura que ces données-là qui seront sur cet hyperviseur. Donc, c'est vraiment une isolation par machine physique où il n'y a que cet utilisateur ou bien ce tenant qui va exécuter tous ces VM, enfin tous ces VM. Donc, c'est souvent pour soit des problèmes de sécurité, de sensibilité de données, d'organisation purement sécuritaire que cela peut, enfin, du moins que cela est souvent le cas. Chez certains opérateurs cloud, lorsque vous allez créer vos machines, ils vont vous demander est-ce que vous voulez que la VM soit isolée ou pas. Donc, à vous de choisir en fonction de ce qui vous convient le mieux. Vous choisissez le mode opératoire. Est-ce que c'est clair pour vous? Donc, j'ai une question. Si on veut être isolé, on choisit le single tenant, c'est ça? C'est ça. Si on veut être isolé, on choisit exactement le single tenant mais par contre, il a aussi ses inconvénients. Souvent, ils sont plus chers
parce que vous allez mobiliser que la ressource de l'hyperviseur. C'est le seul inconvénient. Vous allez payer un peu plus cher pour avoir le mode single tenant. D'autres questions? Parfait. Allez, passons maintenant à la partie. Quels sont les avantages et limites des environnements, des machines virtuelles? Tout d'abord, nous avons, concernant les avantages des machines virtuelles, évidemment, c'est la simplification des ressources, l'optimisation de l'utilisation de l'efficacité, la réduction des coûts, parce que nous pouvons faire de la migration, nous pouvons mutualiser les ressources sur sur le même serveur. Nous allons renforcer la sécurité en créant par serveur virtuel, un service spécifique, ce qui va nous permettre d'isoler vraiment au niveau, je dois dire, logique, les différents services qui sont déployés. Nous avons une grosse flexibilité de déploiement. Nous pouvons migrer les serveurs d'un environnement à l'autre, déplacer d'un endroit à l'autre, arrêter la machine, l'augmenter sa capacité. Bref, nous sommes beaucoup plus flexibles lorsqu'on va travailler avec des environnements virtuels. Parce que c'est des fichiers, c'est l'hyperviseur, on peut modifier les choses à volonté sans forcément arrêter le serveur et ajouter de la capacité. C'est très dynamique. Par contre, quelles seront les limites lorsque nous allons rentrer en environnement virtuel? C'est souvent des problèmes de performance parce qu'une machine virtuelle n'a pas la même performance qu'une machine physique. Parce que toute la partie accès aux ressources se fera par l'hyperviseur. Donc, il y a déjà un niveau d'abstraction qui va souvent, on ne sait pas perceptible, mais ça affecte quand même les performances. Ça peut être des fois très dramatique si on a besoin d'avoir de grosses performances sur certaines applications. Ça peut être comment dire, ça peut être coûteux. Il y a aussi un second volet qui est le côté de dépendance. Toutes vos machines virtuelles vont dépendre de l'hyperviseur qui va les tourner. Si l'hyperviseur a un problème, toutes les machines physiques, enfin virtuelles, au-dessus de l'hyperviseur peuvent être impactées. Donc, il y a ce côté de dépendance qu'il faut avoir en tête. Il y a aussi un niveau concernant la sécurité, il n'y a jamais une sécurité 100%. Donc, une vulnérabilité dans l'hyperviseur peut affecter toutes les machines que vous avez aussi déployées sur cet hyperviseur. Donc, il va falloir avoir toujours des mises à jour de vos hyperviseurs et et les appliquer le plus souvent et garantir aussi un bon, comment dire, un pack homogène, surtout si on a envie de migrer d'un environnement à l'autre. Il y a aussi un coût de gestion qu'il faut gérer, enfin, du moins ce qu'il faut considérer, surtout lorsque vous avez commencé à faire des copies, des snapshots. Comment est-ce que vous gardez une certaine cohérence dans toutes ces copies? Souvent, si vous le faites manuellement, ça peut être compliqué. Si vous utilisez un outil de type la Cloud Factory ou bien de type virtualisation de VMware, vous pouvez gérer de façon beaucoup plus optimum, afin du moins de beaucoup plus, je vais dire, optimiser ces genres de fichiers parce qu'il va vous donner la possibilité de fusionner vos différents snapshots, vos différents fichiers, histoire d'avoir un système beaucoup plus cohérent. Donc, c'est aussi un coût qui n'est souvent pas négligeable. En entreprise, comment vont fonctionner les machines virtuelles en entreprise? En entreprise, nous allons avoir la possibilité d'avoir des VDI, ce qu'on appelle des Virtual Desktop Infrastructure, ou ce qu'on appelle encore communément des postes de travail à distance. Vous pouvez, nous l'avons remarqué pendant la période Covid, beaucoup de personnes ont dû travailler en mode remote, ou bien aujourd'hui de plus en plus avec la vulgarisation du télétravail. Beaucoup de sociétés donnent la possibilité à leurs employés de travailler à distance. Donc, comment on leur donne accès à leur bureau, tout à travers des interfaces assez simples et conviviales sans on ait un accès physique direct aux machines. Donc, la virtualisation permet d'avoir ce genre d'infrastructure. Nous allons le voir aussi dans la démo. Vous allez voir comment est-ce qu'on met en place ce genre d'infrastructure
assez simple intégré dans la Cloud Factory. Je vais vous le montrer. Euh, et cela donne aussi un avantage de ne pas exposer les données sensibles de l'entreprise hors de l'entreprise. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a les JO de Paris qui vont se tenir dans 100 jours. Et il y a eu pas mal de données des ordinateurs qui ont été volées euh, par certaines personnes parce que les données ont quitté l'entreprise. Donc, les personnes sont parties, ils ont pris le métro, en rentrant, ils se sont fait voler euh, leur ordinateur et les clés USB. Donc, ce sont les données sensibles qui quittent l'entreprise et qui peuvent être sujettes à tout type de vulnérabilité. Alors que si vous mettez en place des VDI, euh, tout est sur le serveur. Vous n'avez accès seulement qu'aux services qui vous sont proposés à travers vos interfaces. Vos ordinateurs ne sont que des terminaux, je dois dire, légers. Et si on vole votre ordinateur, les données restent en entreprise. L'ordinateur ne sert à rien jusqu'à vous présenter un navigateur à partir duquel vous pouvez travailler en toute autonomie. Donc voilà l'un des cas pratiques, surtout lorsqu'on veut mettre en place des VDI. En environnement hybride, pourquoi on crée des environnements hybrides, ce qu'on appelle encore environnement parallèle. Cela vous permettra d'avoir plusieurs machines que vous pouvez déployer pour faire des tests, pour faire des configurations euh, entre plusieurs fournisseurs. Donc, vous n'êtes pas obligé d'avoir votre système du moins sur vos ordinateurs personnels. Vous faites un environnement de test surtout pour les développeurs. Vous créez plusieurs environnements et vous pouvez tester les différents systèmes de façon du moins, beaucoup plus simple, sans avoir à installer tous ces systèmes sur votre ordinateur. Euh, Cela va apporter aussi de la sécurité pour permettre euh, dans la séparation des machines virtuelles. Donc, un service par machine virtuelle, ce qui permettra de séparer les offres de VM. Lorsqu'un système est infiltré, cela ne va pas impacter l'ensemble de votre système parce qu'il n'y a que cette machine-là qui sera impactée. Évidemment, cela vous permet de réduire les coûts pour vous donner plus de possibilités, de latitude dans la gestion de votre système informatique moderne, en fait. Donc, est-ce que tout est clair pour vous? Si c'est clair, nous allons passer à la partie pratique. Donc, je vous montre le serveur physique, l'autre à partir l'autre que nous allons utiliser pour créer une machine virtuelle. Donc là, je vous présente l'autre, la machine physique. Donc, c'est une machine sur laquelle nous allons faire de la virtualisation de type KVM. Donc, c'est une virtualisation de type 1. Et sur cette machine-là, nous avons 24 cœurs et 96 Go de RAM. Et la mémoire allouée, la voyons à 26%. Pareil aussi pour la partie CPU et le disque, la capacité du disque, nous avons 1 Tera 2. Donc, ce qui nous permet d'avoir les graphes aussi de cette machine pour savoir comment est-ce qu'elle est utilisée en matière de taux d'utilisation et ainsi de suite. Donc, ça, ce sont des métriques basiques qui nous permettent de savoir si nous sommes en surdimensionnement, parce qu'un surdimensionnement va affecter évidemment les performances de nos VM. Parce que si vous allouez plus de ressources que la machine ne peut en fournir, la machine risque de ne pas pouvoir délivrer et la VM au-dessus sera impactée. Donc, sur cette machine, nous avons déployé une série déjà de VM qui sont déjà fonctionnels, notamment un firewall qui est fait par OpenSense. Donc, c'est du FreeBSD. Donc, on peut consulter la VM ici directement. Je vais vous montrer. Share.
Donc, quels seront les points à retenir? Une VM, une machine virtuelle aura la même fonction qu'une machine physique, à la seule différence que la VM va apporter de la flexibilité, de l'agilité et va être capable d'être dynamique. On peut la copier, on peut enfin, réduire sa capacité, l'étendre, la déplacer, avoir de la haute disponibilité sans vraiment sans coût supplémentaire, parce qu'il va falloir juste mettre en place un mécanisme de bascule, ce qui peut se faire beaucoup plus facilement que sur des machines physiques. Va apporter un côté que les machines physiques n'ont pas, ou lorsque j'ai envie d'augmenter de la capacité, je dois arrêter la machine physique, ajouter de la mémoire et la redémarrer. Ce n'est pas le cas lorsqu'il s'agit de machines virtuelles. Il faudrait aussi prendre en compte que ce n'est pas toutes les applications que l'on peut virtualiser. Donc, pour certains besoins, vous aurez besoin d'avoir des machines physiques pour atteindre un niveau de performance optimum, ou bien pour certains types d'applications. Donc, sachant que la virtualisation va apporter un niveau d'abstraction, ça peut impacter le niveau de performance du moins dans certains cas. Donc, vous devez choisir quel est le type de virtualisation qui vous convient le mieux. Le type 1, parce que c'est lui qui sera le plus adapté pour les environnements serveurs. Le type 2, si vous voulez utiliser ça en tant que poste de travail pour créer vos environnements de test, vos labs sur vos ordinateurs personnels. Donc, on va utiliser du VirtualBox ou bien du Workstation, VMware Workstation. Mais lorsqu'on va vouloir offrir des services aux utilisateurs, des services cloud, on va plutôt privilégier des virtualisations de type 1 où nous avons un système d'exploitation qui va travailler directement avec les différents composants de l'hôte, du serveur hôte. Voici les points qu'il faut retenir sur la machine virtuelle. Nous allons voir à partir de la semaine prochaine quelle sera la différence entre les machines virtuelles et les conteneurs, parce qu'on a commencé à parler de l'autre type de machine virtuelle, qui est une machine virtuelle de type processus, qui va émuler un certain nombre de process sans avoir à démarrer tout un système d'exploitation. Donc là, on parlera de Docker. Donc, nous allons voir comment est-ce qu'on peut avoir encore un niveau d'abstraction avec ce type de virtualisation qui peut être dans la virtualisation de type 1. Donc, on peut mettre une virtualisation de type processus dans une machine, dans une virtualisation de type 1 ou bien même de type 2 en fonction. Et là, on aura soit des points de performance ou on aura des niveaux de granularité qui seront différents. Mais il y a moyen de les imbriquer et de faire ce qu'on appelle du nested virtualization ou bien une virtualisation de type de processus qui peut rentrer dans n'importe quel type de virtualisation. Pour vous faire le next step de ce que nous allons voir la semaine prochaine, parce que là, nous sommes dans la semaine du DevOps et nous allons voir tous les composants dont on a besoin pour bien démarrer vos environnements DevOps, la virtualisation, la containerisation, les LXD, et nous allons voir quel sera le chemin pour faire du DevOps. Et là, ce serait la vraie masterclass où nous allons mettre la main dans le cambouis, voir comment est-ce que tout cela se met en place, comment est-ce que vous partez d'un mode ingénieur, architecte, ou bien vous voulez améliorer vos compétences sur les environnements DevSecOps, quel sera le processus pour y arriver. Là, c'est ce que nous allons faire à la fin de cette masterclass. Donc, je repasse la main à Ivana pour faire la conclusion. Je vous remercie. Merci, Dani. Bon, merci, Dani. Je pense que tu as tout dit.